Bonjour Thani Mohamed Soili, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes élu de Mayotte, membre du groupe RDPI. Ce sont les sénateurs de la majorité présidentielle. On va bien sûr longuement parler de la situation à Mayotte dans quelques instants. Mais d'abord, évidemment, l'actualité, c'est la réforme des retraites. Et on le voit, nouvelle journée de mobilisation demain à l'appel de l'ensemble des syndicats, toujours unis. Le gouvernement n'a-t-il pas tort de rester sourd à cette mobilisation des Français ? La réforme des retraites faisait partie du programme du candidat Emmanuel Macron. C'est tout à fait normal qu'un candidat élu décline son programme. Ce qui se passe dans la rue est compréhensible. Les gens ont peur pour leur avenir, pour leur retraite. Il y a un travail parlementaire qui a commencé et je pense que dans un pays de droit comme le nôtre, il faut également faire confiance aux parlementaires. Les lignes ont bougé, il y a des concessions de la part du gouvernement. Et moi, je suis de ceux qui, naturellement, font confiance aussi aux travaux parlementaires qui vont permettre d'aboutir à un accord, en tout cas à un vote mais qui n'avance pas. Vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée. Ces travaux parlementaires, ils n'avancent pas. On est encore dans l'article 1. Les débats sont longs à l'Assemblée. En plus, ils se déroulent dans un temps contraint, puisque vendredi prochain à minuit, ça devrait être terminé. Vous pensez vraiment qu'on peut miser sur le travail parlementaire quand il se fait dans de telles conditions ? Dans mes propos, j'ai anticipé sur ce qui va se passer au Sénat, où les débats, je l'espère, et j'ai confiance là-dessus, vont se dérouler d'une autre manière. Vous pensez qu'il y aura de façon plus constructive. Vous pensez qu'il n'y aura pas d'obstruction au Sénat, notamment de la part des groupes de gauche ? Je l'espère en tout cas, parce que c'est important aussi que les Français, sur les points importants, tout est important, mais sur les points les plus importants, entendent ce que leurs représentants ont à dire. Vous le dites, le gouvernement a déjà changé le texte. C'est vrai que la promesse d'Emmanuel Macron, c'était 65, là on est à 64, mais quand même, vous entendez les inquiétudes des Français. Il n'y a pas d'autres améliorations à amener à cette réforme ? Le programme d'Emmanuel Macron était axé sur ces 65 ans. La Première ministre a fait une concession pour passer à 64 ans. Tout a été revu sur la pénibilité, sur les pensions les plus faibles des Français. Chacun a son opinion. Et justement, c'est dans le cadre d'un débat parlementaire que l'on pourra accorder nos violons, si je puis dire. Un mot sur Mayotte, puisqu'on va évidemment longuement parler de Mayotte dans quelques secondes. Mais la réforme des retraites, elle ne s'appliquera pas à Mayotte ? La réforme des retraites telle qu'elle est prévue dans le droit commun ne s'appliquera pas à Mayotte parce qu'à Mayotte, nous avons commencé à cotiser. Les premiers cotisants l'ont commencé qu'à partir de 1987. Et puisque, vous le savez, c'est un système basé sur la cotisation, le nombre d'annuités, c'est normal que la réforme ne s'applique pas en tant que telle. Mais bien évidemment, nous allons profiter de ce texte pour demander que la convergence des droits sociaux à Mayotte s'accélère et que les retraites faméliques que touchent aujourd'hui nos retraités, la moyenne est aux alentours de 287 €. Parce que comment ça se passe du coup pour les retraités à Mayotte ? Eh bien, compte tenu des cotisations, elle est aujourd'hui en moyenne de 287 €. Elle doit être complétée. Nous demandons qu'elle soit réévaluée parce que on ne peut pas vivre avec une somme comme celle-là dans un territoire où, en plus, il y a une cherté de la vie qui peut atteindre jusqu'à 30-35% des prix. C'est pour ça que nous mettons à profit ce texte pour demander au gouvernement de faire un geste à l'égard des retraités mahorais parce que si nos retraités n'ont pas cotisé, ce n'est pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce que le système, les pouvoirs publics n'avaient pas mis en place un système de cotisation. Allez, justement, on va parler de la situation à Mayotte. Mayotte au bord de l'explosion. C'est le titre du reportage de notre journaliste Jérôme Rabier, diffusé demain sur notre antenne à 18h. Il est allé tourner il y a quelques semaines dans votre département qui connaît une situation difficile. Il nous rejoint pour en parler. Bonjour Jérôme.
Jérôme. Bonjour Oriane, bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Et Jérôme, c'est donc vous qui avez réalisé ce reportage diffusé demain sur notre antenne. Pourquoi vous avez décidé de vous pencher sur la situation à Mayotte ? Parce que c'est un département, un jeune département français, seulement depuis 2011, un département français, mais qui concentre beaucoup de difficultés. Immigration, pauvreté, insécurité. Et il a été mis sur le devant de la scène, en particulier à l'automne dernier, pas pour des bonnes raisons, mais pour la violence qui ravage l'île. Et en novembre dernier, il y a eu une attaque un peu plus violente que les autres qui a touché un bus scolaire sur la route de l'école. Des enfants ont été attaqués. Je vous propose de regarder ce premier extrait qui montre bien l'ampleur du problème. Mayotte, novembre 2022. Sur la route de l'école, un bus est attaqué par des jeunes cagoulés. Armés de machettes, ils forcent l'entrée du bus avant d'y pénétrer. Un assaut d'une rare violence pour voler quelques téléphones. Bilan de l'attaque, 5 jeunes blessés par des coups de machette et des éclats de vitres. Quelques semaines après l'attaque du bus, l'heure est au bilan pour la société Matisse qui gère la moitié du transport scolaire de l'île. Alors ça c'est notre bus du 16 novembre dernier qui s'est fait totalement pulvériser par une attaque de 10 jeunes. Des vitres cassées à coups de pierre, à coups de couteau qu'on appelle le chombo ici. Donc aucune vitre n'a tenu. J'ai perdu 80% du vitrage de ce véhicule. Et c'est malheureusement que l'un de ceux qui se font agresser chaque jour, chaque semaine et chaque mois qui s'écoule depuis plus de 2 ans. La société Matisse, qui gère la moitié du transport scolaire de l'île, notamment la zone nord qui concentre le plus de difficultés, elle a constaté une explosion des agressions sur les bus scolaires. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un de leurs bus qui est caillassé ou attaqué de façon plus violente. Les délinquants, ce sont des jeunes mineurs isolés étrangers, en grande partie issus des Comores. Ils sont plusieurs milliers à vivre dans les bidonvilles qui pullulent sur l'île. Ils sont arrivés des Comores ou alors ils sont nés à Mayotte de parents eux-mêmes clandestins, car c'est la problématique principale de l'île, c'est l'immigration et plus particulièrement celle en provenance des Comores. Une immigration de masse, puisque dans ce département qui officiellement compte 300 000 habitants, il y a 50% de la population qui est étrangère. Pour venir à Mayotte, territoire français, ils quittent l'île d'Anjouan qui se situe à 60 km. Ils tentent une périlleuse traversée sur des bateaux très précaires, les kwassa-kwassa, et ils arrivent sur les plages de Mayotte, notamment à l'ouest et au sud. Et on est allé avec vous, monsieur le sénateur Thani Mohamed Soilihi, à la rencontre du maire de Bouéni. Bouéni, c'est une commune du sud où très régulièrement des bateaux de migrants débarquent. Je vous propose de regarder cet extrait. En fait, les bateaux arrivent du nord, de l'entrée nord vers Mtsamboro. Mais puisque là-bas, il fut un temps, il y avait énormément de contrôle, tout le monde savait qu'ils arrivaient là, ils ont décidé de descendre un peu au sud. Et donc, ils descendent ici et très régulièrement, là, ils arrivent à 50 mètres. Généralement, ils sont dans les cailloux là et puis ils viennent ici et ils remontent ici pour s'abriter dans les hauteurs. Monsieur le sénateur. Salut, monsieur le maire, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va? Oui, très bien. Très bien. Ces 20 dernières années, l'immigration a fait exploser la démographie de l'île. La population a doublé de 150 000 à 300 000 habitants, sans compter tous les migrants illégaux. Il y a plus de 50% de la population à Mayotte qui est en situation irrégulière. Partout au monde, on ne connaît pas ça. On disait tout à l'heure, il y a des études qui disent qu'à Mayotte, il y a à peu près 700 000 habitants. Officiellement, on est à 300 000 là récemment, la correction que l'INSEE a faite. C'est 300 000. C'est pas vivable. Pendant des années, on a parlé d'une bombe à retardement. Et bien là, la bombe a pété en fait. La bombe a pété et la déflagration est là. Il faut faire en sorte que cette déflagration soit la moins pire possible. Monsieur le sénateur, on va revenir sur ces 2 extraits. Et d'abord, le premier est très fort, c'est le début du reportage de Jérôme. Comment vous expliquez ces phénomènes de violence ? D'abord, merci de consacrer cette matinée à Mayotte.
Ces phénomènes, comme je viens de le dire dans ce reportage, sont l'accumulation d'années d'inaction ou d'actions insuffisantes. Moi, je me suis toujours souvenu, avant même d'entrer en politique, de responsables politiques de l'époque qui disaient « nous avons affaire à une bombe à retardement ». Et c'est vrai que les bidonvilles ne sont pas arrivés à Mayotte du jour au lendemain. Ce sont des bidonvilles qu'on a vus s'accumuler d'année en année. Moi, je me souviens, j'étais ici à Métropole pendant mes études dans les années 90, et déjà, on m'appelait, on me disait, mais chaque année, chaque jour, nous voyons arriver des Kwassa, des dizaines de personnes. Et donc, c'est une situation qui a été, je vais dire, entretenue par l'inaction pendant des années. Et aujourd'hui, on arrive à la situation actuelle que tout le monde connaît. Vous l'avez dit, il y a un problème d'immigration. Il y a un problème de non-encadrement, de non-occupation d'enfants qui, à partir des années 90, voyaient leurs parents expulsés vers les Comores, mais ces enfants sont restés sur place et ont grandi sans encadrement, avec comme seule référence la loi de la jungle. Et même ceux qui sont nés sur place et dont les parents étaient en situation irrégulière, eh bien, ils ont grandi avec sans règles en fait d'éducation comme un enfant devrait en avoir. Voilà, résumé. Alors, c'est beaucoup plus... Et pour vous, du coup, et pour les habitants sur place, il y a clairement le lien à faire entre la délinquance que connaît votre département et l'immigration massive? Avec tout ce que je viens de vous dire, avec toute la démonstration qui vient d'être faite, nous ne faisons pas ce lien pour nous amuser, pour faire plaisir à certains extrémistes, mais là, le lien est évident, puisque déjà la pénétration dans le territoire mahorais se fait massivement de façon illégale, et puis des enfants qui sont de moins en moins jeunes, qui vivent dans la précarité, et vous mettez n'importe quel être humain dans ces conditions, eh bien, on aboutit au cocktail final. Ils sont plusieurs milliers, hein. C'est des mineurs isolés étrangers, un peu livrés, vous l'avez dit, à la loi de la jungle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encadrer 3000, 5000 mineurs comme ça qui sèment le chaos sur l'île? C'est difficile de rattraper quelque chose qui aurait dû être fait et qui ne l'a pas été. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, lors de son récent passage, le premier passage à Mayotte avec le ministre délégué aux Outre-mer, ont parlé d'un encadrement par les militaires, en s'inspirant de ce qui se fait d'ores et déjà avec le système militaire adapté. Nous attendons la déclinaison, la précision de ce genre d'encadrement. Mais lorsque je dis cela, je parle des mineurs qui sont en voie de socialisation, qui peuvent être socialisés ou resocialisés. Il va de soi que pour les criminels, que pour les délinquants, c'est la voie judiciaire qui doit leur être réservée. Aujourd'hui, il manque un centre éducatif fermé. Nous avons poussé, j'ai été l'un de ceux qui ont poussé pour que ce centre soit mis en place. Le garde des Sceaux le promet pour 2024. Ça fait partie, ce n'est pas la solution magique, mais ça fait partie de la batterie de solutions qu'il faudra appliquer pour espérer résoudre ce fléau. Ouais, et Jérôme, vous avez des chiffres assez parlants sur l'explosion du nombre de naissances là-bas et ce que ça représente. Hein. Oui, pour se rendre compte, la maternité de Mamoudzou, la grande ville de Mayotte, c'est plus de 10 000 naissances par an. Il n'y a pas une maternité en France, ni même en Europe, qui a autant de naissances. Pourtant, il n'y a que 300 000 habitants, plus de 10 000 naissances par an, et plus des 3/4 sont issus de parents étrangers. Et donc, on le voit bien, c'est une classe par jour qui naît à la maternité de Mamoudzou. Et donc, le défi
qui pèse sur tous les services publics ensuite pour organiser la vie sur le territoire, tout ça, ça met une pression intense. Ça va de la circulation à l'école, aux soins. Bref, ça pèse sur l'ensemble des services publics du territoire. Vous diriez que c'est intenable pour les élus, pour la population? Pour la population, c'est intenable. Ça fait depuis des années que tout le monde crie au secours. La situation a dépassé tout le monde sur place. Et il est plus qu'urgent que des mesures soient prises pour endiguer ce problème. Mais quelle réponse? On va peut-être le voir d'abord avec un nouvel extrait, Jérôme, et puis après on verra. Quelle réponse on peut apporter à ça? Une des réponses, l'État met le paquet sur le sécuritaire et en priorité le migratoire. Il suffit de se déplacer sur l'île pour rencontrer énormément de forces de police qui patrouillent, qui font des checkpoints pour contrôler la population. Ils arrêtent principalement des clandestins comoriens. Et quand ils sont arrêtés, ils sont emmenés au CRA, le centre de rétention administrative de Mayotte. Et dans ce centre, l'activité, elle est plus qu'intense. J'ai pu constater ça avec mon caméraman Clément Debesse. C'est simple, là-bas, on voit passer davantage de clandestins que dans l'ensemble des centres de rétention de France. Et donc, je vous propose de regarder cet extrait. On a une moyenne à peu près de 82, si on lise sur l'année, à peu près 82 personnes intégrées chaque jour au centre de rétention. Le centre de rétention accueille en moyenne plus de 30 000 ESI par an. Sur la moyenne de l'ensemble des CRA de France, globalement, sur l'année 2021, nous avons accueilli 63% de l'ensemble des rétentions en France. Ce matin-là, ce sont encore près de 80 Comoriens qui sont expulsés du territoire. Depuis le centre de rétention, direction le port. L'accompagnement des policiers français s'arrête ici, sur le quai. C'est un bateau commercial sur lequel on embarque les retenus et qui seront renvoyés aux Comores sur un même bateau qu'avec des passagers en fait commerciaux. On fait d'éloignement en métropole par bateau ou par avion, mais on ne met jamais 100 ou 150 personnes éloignées en même temps sur un bateau, quoi. Non, il n'y a qu'ici qu'on voit ça, ouais, tout à fait. Ces images que vous voyez d'expulsion, c'est tous les jours à Mayotte un bateau qui part pour expulser vers les Comores. 80, 100 personnes, parfois encore davantage en fonction du nombre de bateaux interceptés la nuit, de gens qui essayent de rentrer sur le territoire de Mayotte. C'est énorme. Alors la réponse de l'État, elle est très ferme, elle est très forte. 20 000 en 2021, 25 000 expulsions en 2022, donc bien davantage que pour toute la France. Pour l'Hexagone, c'est 15 000 expulsions dans l'année. Rien que Mayotte, c'est 25 000 expulsions dans l'année. Il faut bien se rendre compte. Mais cette réponse de l'État, elle a aussi ses limites. Les associations, elles dénoncent un respect des droits qui est plus que limite sur le territoire de Mayotte, puisqu'ils sont arrêtés, ils sont expulsés en moins de 24 heures. Donc il n'est pas toujours évident de vérifier la situation des personnes qui sont expulsées. Certaines ont fait des démarches ou auraient le droit de rester sur le territoire, mais parfois on n'a pas le temps de prouver qu'elles ont fait ces démarches-là, et elles sont tout de même expulsées. Et au total, il faut bien se rendre compte que c'est près de 10% de la population officielle de l'île qui est expulsée chaque année. C'est énorme. La réponse de l'État est la bonne pour vous, Thani Mohamed Soilihi? Vous faites bien d'abord d'insister sur ces efforts qui ont été faits, parce que il n'y a de pire, il n'y a rien de pire dans ce territoire que la démagogie, d'entendre certains dire que rien n'est fait. Les forces de l'ordre ont été doublées, mais le compte n'y est pas, si je puis dire, parce que nous n'arrivons pas à endiguer le problème. Mais il ne faut pas dire que rien n'a été fait, parce que si le même effort a été soutenu pendant toutes ces années, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais il faut reconnaître cet effort qui a de doublement des forces de l'ordre. Actuellement, à notre demande, le RAID reste de façon pérenne. Pour continuer dans cette voie, il faut améliorer le renseignement. Parce que les réseaux, il y a des réseaux
de personnes en situation irrégulière s'organisent de plus en plus, s'organisent de mieux en mieux, et c'est l'étape au niveau des forces de l'ordre à franchir. Mais évidemment, pour répondre à votre question, ce n'est pas suffisant. Si c'était suffisant, on n'en serait pas là, on n'en parlerait pas. Mais je tenais à préciser ces efforts sans conséquence. Et vous faites bien. Il y a un projet de loi immigration qui va arriver au Sénat dans quelques semaines maintenant. Est-ce que pour vous, il faut des mesures spécifiques pour Mayotte? Est-ce qu'il faut restreindre encore plus le droit du sol, qui est déjà différent à Mayotte que sur le reste du territoire? Oui, à mon initiative, les conditions d'acquisition de la nationalité ont été modifiées en 2018. Le projet de loi tel qu'il a été présenté aujourd'hui au Sénat ne contient pas de mesures spécifiques à Mayotte sur ce sujet ou sur un autre sujet. Moi, je suis de ceux qui, disons, effectivement, renforçons le dispositif, mais faisons-le avec l'existant déjà. Lorsque j'ai défendu les dispositions dérogatoires actuelles devant le Conseil d'État en 2018, le Conseil d'État a précisé qu'elles étaient équilibrées et adaptées, proportionnées et adaptées, et le Conseil d'État avait ajouté 2 conditions supplémentaires. Et force est de constater que ces conditions ne sont pas, à ce jour, respectées. La première condition, c'était laquelle? C'était de mener une campagne de dissuasion à l'endroit des Comoriennes candidates pour venir mettre au monde des enfants à Mayotte. Ces femmes croient à une chimère d'un droit du sol automatique comme ce qui se passe aux États-Unis. Or, ce n'est pas le cas. Le droit du sol en France n'est pas automatique, et avec ces dispositions, nous avons ajouté une condition supplémentaire. Mais lorsque une femme qui veut profiter des dispositions sur le droit du sol au départ des Comores ne sait pas que sur place, ça ne marchera pas, mais elle va quand même continuer à y aller. Cette campagne de dissuasion, alors que nous aurions pu le faire, elle aurait pu se mettre en place à la radio, comme ça se fait. La radio à Mayotte est écoutée aux Comores. Elle aurait dû être faite de façon intensive. La deuxième condition qui avait été émise par le Conseil d'État et qui n'est pas respectée, c'est une lutte farouche contre les reconnaissances de complaisance. Parce que le délai de 3 mois aujourd'hui pour pouvoir bénéficier du droit du sol pour son enfant, on peut l'augmenter à 1 an, à 10 ans. Mais il faut pour vous, parce que Gérald Darmanin, quand il est venu, il a proposé de l'augmenter à 1 an. C'est la bonne solution? Mais si par une reconnaissance frauduleuse, un Français qui reconnaît un enfant qui ne peut pas bénéficier du droit du sol à Mayotte, eh bien par cette reconnaissance, on peut mettre tout ça à plat, eh bien ça ne sert à rien de durcir le dispositif tant qu'on n'a pas amélioré ce dispositif, tant qu'on n'est pas allé au bout de l'existant. Donc moi, a priori, je ne suis pas opposé à ce qu'on aille plus loin, mais vous n'allez pas le porter au Sénat, pas dans l'immédiat. En tout cas, il aurait fallu pour cela un rapport pour dire, depuis que ces dispositions... Ça veut dire que dans l'immédiat, ce délai de 1 an, il reste lettre morte. Une étude d'impact aurait dû être faite par le gouvernement pour dire où est-ce qu'on en est. Ces dispositions qui touchent quand même plus de la moitié des naissances, c'est énorme. Ces dispositions qui touchent plus de la moitié des naissances, eh bien, une étude d'impact aurait été nécessaire pour savoir où on en est et pour voir éventuellement comment aller plus loin. Dernière question, Mayotte est devenue département il y a un petit peu plus de 10 ans. Est-ce que pour vous, ça a été un échec, cette départementalisation ? Pas du tout. Pas du tout. Il y a une confusion souvent des choses lorsqu'on dit que la départementalisation de Mayotte est un échec. La départementalisation de Mayotte est la suite logique de l'entrée de Mayotte au sein de la France en 1841. C'est une aspiration de toutes les générations qui a fini par se concrétiser. Maintenant, dans les modalités de mise en œuvre de la départementalisation, mais c'est facile de tirer des conclusions à la fin. On aurait dû s'y prendre autrement et mieux préparer le territoire à la départementalisation. Aujourd'hui, ce qui ne va pas, ce n'est pas la départementalisation, mais c'est la distorsion des niveaux de vie entre notre voisinage, y compris Madagascar, y compris l'Afrique, et nous. Mais les Mahorais, qui sont des Français et des Européens, ne vont pas retarder et cesser leur développement parce que les autres pays aux alentours ne s'en sortent pas comme il faudrait.
Merci beaucoup. Merci Thani Mohamed Soilihi d'avoir été avec nous. Et merci Jérôme, votre reportage Mayotte au bord de l'explosion est donc à voir sur notre antenne demain à 18h. Merci à tous les deux. Dans le Club des Territoires, dans 20 minutes, on va parler de la réforme des retraites. L'examen reprend aujourd'hui à l'Assemblée alors qu'une 4e journée de mobilisation est annoncée pour demain. Et on va en parler tout de suite avec notre prochain invité, c'est Jean-Claude Mailly qui nous rejoint.